dans Get Télévision. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui a un CV long comme un bras. Il nous a fait honneur d'être parmi nous ce jour depuis les Champs-Élysées. Lui, c'est Monsieur Louis Deschamps Lotine et Lessa. On parlera de lui de long en large parce qu'il mérite qu'on fasse écho sur sa personne. Président fondateur de la Fondation Elessa, Lotine Sen, promoteur justement du FELS Economic Forum. Il est également juriste, conseil d'affaires, expert en ingénierie juridique et financière. C'est un grand entrepreneur. Bienvenue, Monsieur Lotine. Merci, Cathy. Merci à Get Télévision qui me fait l'honneur ici même à Paris, sur les Champs-Élysées, comme dans ce magnifique décor. Voilà, merci de me recevoir. Avant de poursuivre, je vais faire un bref aperçu de votre portrait. Mais je peux déjà rassurer à nos nombreux téléspectateurs que ce ne sera pas si court que ça. Et ce ne sera pas de ma faute. Ce sera de votre faute parce que vous avez fait beaucoup de choses dans ce monde. Alors, c'est des choses que j'essaye de faire. D'accord. On va donc présenter notre hôte tout simplement en ces termes-ci. Alors, Monsieur Louis Deschamps Lotine Elessa incarne une figure singulière qui, justement, du leadership économique en Afrique centrale, un juriste, conseil d'affaires, expert en ingénierie juridique et financière, nous l'avons dit, entrepreneur multisectoriel, dirigeant institutionnel et promoteur d'une vision citoyenne fondée sur la probité, la production responsable et la coopération sous-régionale. Diplômé de 3e cycle en droit des affaires et sciences politiques, doctorant dans ces disciplines, il dirige depuis 2005 le groupe Lot Consulting, acteur majeur de l'intermédiation financière, du risk management et des audits juridiques et fiscaux, de la levée de fonds et de la banque assurance. Son engagement entrepreneurial s'étend à l'industrie halieutique, secteur qu'il considère comme un gisement stratégique pour le Cameroun, tant en matière de souveraineté alimentaire que d'exportation. Son parcours institutionnel est dense. Et là, je me retourne vers lui parce que là, nous allons aller tout doucement. Il y a une quinzaine d'années, vous étiez déjà président de la commission de passation des marchés de la commune de Mouanko, puis en 2014, trésorier du Golf Club de Yaoundé, représentant des obligataires de l'emprunt entre 2016 et 2021. On parle quand même de 160 milliards. Vous êtes actuellement conseiller spécial numéro 1 de l'association professionnelle des courtiers d'assurance et réassurance. Idem pour la fonction de président de la Fédération camerounaise de golf que vous occupez actuellement. Membre du conseil d'administration du Comité national et olympique du Cameroun. À cela s'ajoute un diplôme du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris et une certification OFAGE en assurance crédit et gestion des risques. Depuis 2017, voilà, on ne s'arrête pas là, vous présidez la Fondation Elessa Lotine Sen, ONG qui porte la réflexion économique comme une mission permanente sous le slogan « Être utile pour les autres ». Le FELS, Fondation Elessa Lotine Sen Economic Forum, que vous avez initié, est devenu en 10 ans un repère du calendrier des affaires en Afrique centrale, réunissant décideurs publics, banquiers, centraux, bailleurs de fonds, investisseurs et experts. Votre vision est claire, Monsieur Lotine. Produits pour mieux protéger, structurer la commercialisation des produits de consommation, sécuriser la chaîne de valeur, garantir la traçabilité, protéger le consommateur. Pour vous, l'attractivité économique commence par la confiance.
Le forum s'inscrit dans cette logique, tout comme votre projet Malimba, dégustation et golf academy. Lieu où se rencontrent gastronomie locale, économie bleue, networking et diplomatie du golf. Une diplomatie qui s'étend désormais à l'international avec une édition parisienne du forum et une participation au Pro-Am de l'African Golf Tour qui s'est tenu le 30 juin dernier. Voilà. Est-ce que ça vous va, toutes ces informations? Je constate simplement que Madame Katsi Insa, Gain Télévision, vous êtes allé chercher. Alors, on va donc commencer par connaître qui est l'homme qui est face à nous. Je suppose que plusieurs téléspectateurs également sont curieux après avoir écouté justement ce tableau. Parlez-nous un peu de votre enfance. Écoute, c'est une enfance normale. Hein. Vous êtes né où? Je suis né à Douala, dans un quartier qu'on appelle L2. Donc après, j'ai grandi comme tout enfant. Hein. Et j'ai fait mon école, mon université, mon école primaire, mon lycée, l'université. Je suis un plus produit de l'université de Douala, où j'ai obtenu un 3e cycle en droit des affaires et en Sciences Po. Après, j'ai continué. Vous avez tout dit, hein, Madame Katsi. Je ne sais pas ce que je vais répéter les mêmes choses pour les auditeurs, parce que pour moi, vous avez tellement fait une recherche qui repart au lointain de mes engagements professionnels. Donc, je pense que vous avez tout dit. Hein, on ne va pas rajouter plus que... Voilà. Parce que cela, au regard de vos faits d'âme plus haut que les haut-parleurs, vous révèle comme étant un homme aux fonctions polyvalentes. Pouvez-vous nous dire comment tout ça a commencé? Alors, comment tout ça a commencé? Ouais. Je ne sais pas. J'ai plutôt une nature à faire des choses et à faire des projets. Et donc, j'ai une formation de juriste d'affaires quand même. Et puis, je commence en cabinet. Je commence en cabinet, avocat d'affaires. Vous savez, en cabinet, vous avez plusieurs dossiers. Hein. Vous ne travaillez pas sur un élément. Aujourd'hui, vous avez un dossier qui porte, je ne sais pas moi, sur la glace. Demain, vous aurez un dossier qui porte sur... Et cette polyvalence-là, en droit, peut-être m'a porté à tout cela. Après, j'ai des choses de cœur. J'ai une vision, je pense que structurelle de l'entrepreneuriat. Je pense toujours qu'il y a des choses à faire et c'est pourquoi très rapidement quand j'ai compris que le métier d'avocat d'affaires me limitait parce que j'aime pas tricher en fait. Bon, je suis pas sain mais vous ne pouvez pas être avocat d'affaires et avoir une licence commerciale. Donc quand j'ai fait le tour, j'ai compris que voilà, j'aimais bien l'entreprise et donc il fallait que je me lance comme chef d'entreprise et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'avais quoi, 26 ans, ça fait quoi, 22 ans aujourd'hui. Donc, j'ai lancé ma première boîte avec une expérience sur les assurances, où j'ai été quand même chez les leaders mondiaux sur un certain nombre de sujets. Donc, j'étais vraiment ici. Et puis après, j'ai décidé de mettre en place l'autre consortium assurance, qui a aujourd'hui 21 ans. Il sera difficile pour moi de dissocier certains éléments de votre parcours les uns des autres, dont nous allons vraiment aller au pif. Monsieur Elissa Lutine Sen, cette 10e édition du FELS économique, nous allons commencer par là puisqu'il s'agit de l'actualité. 10e édition du FELS Economic Forum marque une décennie de réflexion économique structurée. Quelle idée fondatrice vous animait lorsque vous avez lancé ce forum? Alors, il faut que ce soit clair. Déjà, la Fondation Elissa Lutine Sen, il faut préciser, a une valeur mémorielle. C'est une valeur mémorielle, c'est un ensemble de valeurs qui sont... j'ai hérité de mes parents. Elissa Lutine, c'est mon père. Moi, je suis Lutine Elissa. C'est peut-être une déclinaison, mais c'est la vérité. Elissa Lutine, c'était mon père. Sen, Hélène, c'était ma mère. Et donc, la fondation porte les noms. Ils sont partis de ce monde. Et, moi, je faisais terminale quand papa est parti. Je venais d'avoir mon diplôme, mon deuxième... mon diplôme de droit, maman est partie, ça fait quoi, je pense 23 ans, papa 29 ans, donc t'es très jeune, mais c'est des valeurs de solidarité qui ont tenu entre nous. Donc il faut que les gens le sachent, pourquoi la fondation d'abord, ils comprendraient après. Bon après, voilà, les années s'occupaient de nous,
nous, on s'occupait de ceux qui étaient derrière nous. Et quand ce cycle est fini, moi je me suis dit, bon ben voilà, si cette solidarité fraternelle a joué entre nous, il était bon que ces valeurs de mes parents soient promues hors du contexte familial, dans la vie, dans le monde, comme on pouvait le faire. Deux réalités se sont imposées, c'est que, ok, très bien, c'est un projet, très bien, mais il doit être financé. Et donc, cette fondation a donc été mise en place en 2017, et les entreprises de mon groupe, donc on parlera plus tard, financent la fondation dans toutes ses activités sociales et autres. Et c'est pourquoi la réflexion économique est permanente, parce qu'on ne croit pas au social sans l'économie. S'il y a une fondation et les Salat Sinsen à statut ONG aujourd'hui, c'est parce que cette fondation est financée par les entreprises de mon groupe. Et donc nous croyons permanemment à la réflexion stratégique économique pour que les entreprises se renforcent. Et je pense que c'est aussi l'intérêt stratégique de l'Afrique aujourd'hui. Il faut que les gens continuent à avoir la perspective économique, à réfléchir sur l'économie, à monter des entreprises structurelles qui se tiennent sur la durée pour avoir ce contexte et ces petits résultats qu'on a aujourd'hui, avoir une réflexion permanente. Donc il fallait restituer tout cela pour que les téléspectateurs comprennent d'où est partie l'idée, pourquoi l'économie permanente, parce qu'on ne croit pas à autre chose. Moi je crois à l'économie, je suis un amoureux de l'économie, je crois à l'entrepreneuriat, je crois à l'entreprise. Et on est aux Champs-Élysées hein, pour qu'on soit dans ce beau décor. Excusez-moi, il faut payer. Donc, l'économie est une donnée fondamentale à l'homme parce que ça redevient un mot divin. Dieu, il nous a créés, il a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Exactement. La sueur de votre front, ça veut dire que vous devez travailler. Il faut produire. Donc, il faut produire. Et donc, l'économie, c'est la production. On ne peut pas ne pas produire. Donc la fondation est d'abord à structuration économique, après elle est sociale sur certaines activités, donc on reviendrait. Après, elle est sportive, mais ce sportif, il est dans le golf, il est toujours dans l'économie, dans la réflexion économique. Tout tourne autour de l'économie. Tout tourne autour de l'économie. C'est ça la fondation. En 10 ans, le FELS est devenu un repère du calendrier des affaires en Afrique centrale. Comment expliquez-vous justement cette montée en puissance ? Je pense qu'on a eu, on se met permanemment en situation de respecter déjà nos agendas. Ils sont projetés un an à l'avance. Et je peux vous dire déjà en juin 2026 que le forum, la 11e édition, aura lieu le 23 juillet 2027. Ce sera à l'Intercontinental Genève. Donc c'est déjà calé. Donc nous, je pense que cette structuration froide des événements a donné un crédit à la fondation, a donné un crédit à nos activités que nous ne pouvons pas expliquer parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit aux dates qui sont projetées, au moment qui est projeté, et on s'améliore en qualité, tout ce qui va avec. Je pense que c'est ça qui fait, voilà, à la fin de la journée, comme on dit, you do your job, and voilà, ça fonctionne comme ça, il faut travailler. Parlons un peu des activités de l'ONG. Oui. C'est très important parce que depuis, on parle de FELS. Peut-être certains pourraient ne pas comprendre. Donc, revenons un peu pour parler justement de la fondation de fond en comble. Tout à fait. Bon, la fondation, dès le départ en 2017, elle a choisi ses activités. Nous intervenons sur 3 axes, mais qui se rejoignent à la fin de la journée. Nous avons le FELS Economic Forum, dont vous avez longuement parlé depuis le début de nos échanges, qui est le forum économique de la Fondation. On est rendu à la 10e édition, qui s'est faite en juin dernier. Il s'agit de quoi? Il s'agit de porter sur une thématique de réflexion économique, mais c'est un executive forum. Il faut que, à la réflexion économique, il y ait un B2B exécutif qui permet aux gens, aux uns aux autres qui font des activités concrètes, de se parler, de se rencontrer. Donc c'est facilitateur également, le forum économique. Oh ouais. Ça, c'est l'activité 1 de la Fondation. L'activité 2, elle est sociale. D'accord. Mais même là encore, c'est pas du social distribué. Qu'est-ce qu'on fait? On a ce qu'on appelle les bourses d'excellence scolaire.
qui seront rendus à la 11e édition le 15 août prochain. D'accord. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un arrondissement, bon ici je pense que, je ne sais pas comment c'est organisé ici en France, mais l'unité administrative arrondissement au Cameroun, nous prenons des arrondissements reculés, où la problématique du livre se pose, où la problématique du matériel didactique, des cahiers, les parents sont extrêmement, voilà, ils sont faibles économiquement. Et nous prenons donc un arrondissement en prenant toute la cartographie d'écoles, c'est-à-dire les écoles publiques et confessionnelles. Habituellement, ça fait une quarantaine, une cinquantaine d'écoles. Et à ces écoles, nous octroyons donc aux 5 premiers de chaque salle de classe ce qu'on appelle la bourse d'excellence scolaire. Mais qu'est-ce qu'on appelle la bourse d'excellence scolaire? On ne donne pas de l'argent. On achète tous les cahiers de l'enfant, tous les livres, son matériel didactique, sa gourde, son cartable. On assure sa rentrée. On assure toute sa rentrée sur le plan didactique. Et c'est ça qu'on va lui donner. Oui. Parce que pour nous, si dans un environnement à économie très faible, ils ont pu quand même se sortir par un effort du travail, parce que nous, on croit à l'effort du travail, c'est l'économie. En ce moment-là, ils sont nos ambassadeurs de charité. Parce que par cette opération, habituellement, c'est dans les 600 bourses, 700 bourses d'excellence scolaire. Nous faisons introduire par cette opération au moins 3 000 livres, 4 000 livres au même moment dans cet arrondissement. Ça fait que les apprenants de cet arrondissement, les enseignants ont à notre passage des livres qui manquent dans cette contrée-là. Nous serons rendus à la 11e édition. Nous avons la 3e activité qui est le sport. Et ça explique tout ce que vous verrez, notre engagement. Mais le sport encore a fait l'objet d'un choix. Nous sommes dans le golf. Ah oui. C'est quand même un sport élitiste. Dès le départ, nous avons mis en place un tournoi de golf. Mais pourquoi le golf sans vous couper, monsieur Loutine? C'est une passion. On aurait pu changer notre sport. Oui, le tennis, voilà, le football. Le tennis, parce que je sais que on est au sport. Au Cameroun. Voilà, on est au sport. Ouais. Et fondamentalement, on a choisi le golf. Voilà. Donc, mais le golf encore a un élément structurel économique, mais social. Parce que ce que les gens ne savent pas, les gens qui vivent du golf sont les professionnels de golf et les caddies de golf. Mais eux, ils ne sont pas nantis comme les amateurs comme nous. Et le golf véhicule cette idée de sport réservé et tout ce qui est. Mais pas les amateurs, qui sont les vrais tenants du golf, en fait, en termes de financement. Oui, exactement. Et donc, ce tournoi de la Fondation permet donc, parce qu'on l'a appelé Elisa Lottinson Open Golf Charity, Elisa Lottinson Foundation. Charity, pourquoi? Parce qu'on met des monnaies prize. La monnaie prize au golf, c'est l'argent que vous mettez dans un tournoi. Des monnaies prize importantes pour les pros et les caddies, afin que quand ils gagnent notre tournoi de golf, on impacte sur leur vie économique. Ils peuvent acheter un terrain, ils peuvent avancer un projet financier important. C'est pour eux qu'on a fait ça. Et donc, maintenant, la session golf de la Fondation s'est élargie, s'est épaissie. Elle a mis en place une académie de golf qu'on appelle Malimba Golf Academy à Bounapija-Douala, une ville qui n'a pas de golf, comme Douala par exemple, pour permettre aux enfants, autant de beaux quartiers que des quartiers difficiles, de s'habituer, de savoir même ce que c'est que le golf. Ça, c'est très important. C'est très important pour la promotion du golf, pour la cohésion sociale. Et donc, cette académie aura vocation à aller dans les écoles difficiles de la ville de Douala, apprendre les enfants qui sont meilleurs classés sur les résultats scolaires. Ceux des beaux quartiers, ils vont payer, ça c'est clair. Ceux des quartiers difficiles découvriront le golf, on les accompagnera et ils pourront jouer au golf parce que finalement, c'est un sport socialisant qui leur permettrait de rencontrer des gens d'une certaine importance pour leur avenir, peut-être scolaire ou économique ou professionnel. Donc c'est pourquoi on a mis cette académie au niveau de la Fondation. Voilà les 3 activités phares de la Fondation. Et habituellement, nous commençons, elles sont structurées. Là, vous avez par exemple le forum qui a déjà, le First Economic Forum qui a déjà eu lieu en juin dernier. Nous avons les bourses d'excellence scolaire. Nous serons à l'arrondissement de Dibombari. C'est un arrondissement après Douala. Nous serons là-bas le 15 août. On va distribuer près de 600 bourses scolaires pour une quarantaine d'écoles.
Nous allons clôturer l'année avec le Maliba Golf Championship dans la philosophie que je viens de vous expliquer, qui va prendre les écoles en fin d'année. Ce sera du 10 au 13 décembre. Donc, vous voyez que la fondation, elle est structurée, elle a ce programme, elle a ses activités. Alors, après avoir parlé de la fondation, on a une petite idée de comment tout ça se retrouve. Maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation entre la fondation et l'autre consulting group? Oui. Ah ben oui. Il n'y a pas de fondation sans les entreprises du groupe. D'accord. Puisque c'est les entreprises du groupe qui sont premiers financiers, partenaires financiers numéro 1 de la fondation. On arrive à tenir les programmes parce qu'il y a bien de l'argent qui sort quelque part. Après, on a des gens qui peuvent annoncer, mais on tient nos calendriers parce qu'en début d'exercice, lorsque le conseil fédéral de la fondation a eu lieu en janvier et que les activités sont programmées, les budgets sont connus, les entreprises du groupe aussi ont fait des arrêtés de compte en décembre, janvier, il y a une affectation systématique des budgets des entreprises pour la fondation. Parce que c'est notre tribut social que nous donnons à la société. Un entrepreneur hors pair, parlons donc de l'autre consulting group à présent. Ben alors, l'autre consulting group, c'est un groupe que je préside, qui a été créé, on va dire, en 2005 par la première entreprise qui était l'autre consulting assurance. Ensuite, on s'est intéressé sur la gestion de patrimoine, parce que bon, j'ai beaucoup d'ancrage suisse. On a monté la holding qui s'occupe un peu de la gestion de patrimoine, structuration, levée de fonds et tout. Nous avons monté notre boîte depuis 2011 également dans l'économie bleue, qu'on appelle l'autre consulting for Dr. C, qui s'occupe de la capture, conditionnement, vente des produits frais de mer, en mer camerounaise. Donc on a monté cette entreprise. Après on a monté également une boîte, un fonds d'investissement. Il y a bientôt quelques 3-4 ans qu'on appelle Malimba Club d'affaires. Et puis on a fait également une table d'affaires qu'on appelle Malimba Dégustation et Golf Academy. Et puis bon, tout ça est bouclé par une autorité morale qu'on appelle la Fondation Elisaratis et la statue NG. Donc on a un groupe de 5 entreprises opérationnelles. J'ai également oublié qu'on est dans le luxe également, dans le cadeau d'affaires de luxe et tout. Donc, voilà un peu le groupe que je préside, qui est un groupe créé, structuré, à taille familiale, où c'est pas... Voilà, on a le bonheur de dire, bon, c'est pas un groupe endetté. L'économie bleue, vous l'avez évoqué dans un moment, un gisement stratégique. On sait que cela représente 5,8% du PIB national et un potentiel de plusieurs milliards de francs CFA en services écosystémiques. Comment le Cameroun peut-il mieux valoriser ce secteur? Ben, écoutez, le Cameroun va faire... moi, je parle du Cameroun... c'est une réalité. Le Cameroun, il y a un Cameroun institutionnel qu'on appelle le pouvoir public. Ouais. Il y a un Cameroun opérateur privé. L'État fait sa job. Ouais. Et les privés que nous sommes devraient faire la leur. Moi, j'ai monté une boîte depuis 2011 dans la structuration de l'économie bleue, qui a aujourd'hui 15 ans, notre consortium pour Dr. C. Je pense que l'État, je ne suis pas ici, je ne suis pas ministre, mais je travaille beaucoup avec le ministre Taïga, le ministre de Pêche et Industrie animale. Ouais. Et je pense que l'État du Cameroun a un bon cadre opérationnel sur lequel devraient s'appuyer les investisseurs privés que nous sommes. L'État a les écoles de pêche, l'université de Yabassi, l'université, les écoles de pêche à Fumba, de Moanco, quelque chose comme ça. Déjà, c'est un métier, pêcher. L'État a également une loi, toute une loi qui structure un peu la pêche artisanale, semi-industrielle et industrielle. L'État a également un laboratoire, la navette, qui permet à ce que la structuration de conditionnement ou l'expertise de conditionnement peut être exilée
peut être faite avec ce laboratoire-là, qui est très bien équipé. L'État également a des structures d'encadrement. Et donc maintenant, pour ce qui est, si on a dit cela, je pense qu'il y a un cadre macroéconomique qui permet à ce que chaque acteur, selon son business plan, sa projection de rentabilité, se greffe à cet écosystème-là pour faire avancer. Je vais vous dire, les besoins halieutiques au Cameroun sont évalués au bas mot 600 000 tonnes. 600 000 tonnes de besoins halieutiques. Quand même. Qu'on n'arrive pas à combler par la pêche et capture locale. C'est pourquoi on est obligé de faire ou de donner des agréments d'importation à certains acteurs économiques pour combler ce déficit-là. Et habituellement, ce déficit, il est comblé entre 250 et 350 000 tonnes. Mais c'est un déficit au niveau de la balance commerciale du Cameroun, parce que c'est une sortie de devises en fait. Mais l'État fait sa job, il faut nourrir les populations. Sinon, entre les émeutes de la faim et nourrir les ronds, il faut bien choisir un couloir. Donc l'État fait cela, mais c'est pour dire que si on prend ces ratios-là, il y a quand même des importations qui tournent autour de 300 milliards. 300 milliards, c'est beaucoup quand même. Oui. Mais c'est normal aussi. C'est des acteurs économiques. On ne va pas dire que ça va s'arrêter du jour au lendemain, non. Mais il faut qu'il y ait des investissements structurels comme la nôtre que nous faisons. Nous, on n'importe pas. On structure la pêche artisanale, on la professionnalise. La pêche artisanale, la pêche semi-industrielle. Nous avons lancé tout un projet là depuis juin qui va permettre à ce que le taux de capture monte au niveau du Cameroun. Ça fait qu'il y aura moins de sorties de devises et l'État peut-être à terme ne se sentirait plus obligé de donner... voilà. Oui. Parce que si vous prenez encore la capture locale aujourd'hui est à 286 000 tonnes. Sauf que la pêche dite continentale des lacs et tout, la pêche industrielle, ne contribue que pour 11 ou 12%. C'est le petit pêcheur traditionnel qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas la bonne maille, le bon filet et tout. Eux, ils pêchent pour 186 000 tonnes. Donc, c'est un gisement. Si on les équipe dans notre projet groupe à nous, c'est de les équiper avec le filet qu'il faut, de motoriser cela, de rendre les équipements circulants très professionnels, de les professionnaliser, des emplois et tout. On s'appuie sur cette structure de l'État et on est sûr qu'on va rise up forcément la capture qui peut passer étonnamment, qui pourrait passer peut-être à 400 000 tonnes, 500 000 tonnes et l'État n'aura plus besoin de sortir des agréments d'importation seulement. Et justement, en parlant de votre engagement dans la filière halieutique, voilà. Quelles sont les urgences pour sécuriser et moderniser cette chaîne? Écoutez, les urgences, moi je n'ai pas un langage politicien. Moi, je suis un chef d'entreprise. Vous êtes pragmatique. Je suis pragmatique. Moi, j'ai commencé là-dedans il y a 15 ans. Oui. J'ai commencé par Laval. Laval, c'est la chaîne de froid, le réseau de distribution. Exactement. Donc, je n'allais pas à la capture. Maintenant, j'ai densifié Laval, le réseau de distribution. Mais vous ne pouvez pas continuer à développer Laval, donc la chaîne de froid et le réseau de distribution, sans le produit. Maintenant, je lance un produit sur la capture et la collecte. Oui. Autant je capture, autant je peux collecter dans les campements pour ceux qui capturent. Donc, j'aurai l'aval et l'amont. Les urgences, pour moi, c'est des équipements que j'investis, c'est des investissements. Okay. Les pirogues, les chalutiers, les mailles, les filets, les moteurs et tout, c'est des investissements auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, on est en amont. Ces deux éléments nous permettraient donc de maîtriser et de venir densifier nos travaux en termes de chaîne de froid. Si aujourd'hui j'ai un taux de capture, je dis n'importe quoi, de 10 tonnes par jour, ça va m'obliger à réinvestir sur les chambres froides. Ça va m'obliger à ouvrir des nouvelles boutiques des poissonneries modernes dans les villes du Cameroun. Donc,
moi, je ne peux pas dire, voilà, il nous faut ci. Ce n'est pas incantatoire, ça reste une entreprise. On va parler un peu de votre parcours institutionnel qui est d'ailleurs aussi riche, notamment marché public, assurance, golf, comité national olympique. Justement, qu'est-ce que ces responsabilités vous ont appris sur la gouvernance camerounaise? Écoutez, moi je ne parlerai pas de la gouvernance camerounaise, je parle de ma gouvernance. Donc voilà. D'accord. Moi j'ai été président de commission de passation de marché, je connais ma propre expérience, j'ai essayé de mettre les choses telles qu'il fallait. Voilà, ceux qui me connaissent, j'étais très jeune encore, il y a plus de 15 ans, j'ai gardé la ligne, c'est-à-dire les règles se sont appliquées. Est-ce qu'il y a les signaux qui vous semblent quand même encourageants? Je ne sais pas, moi, j'évolue dans cet environnement, je n'ai pas besoin de... Par rapport à vous? Bon, je ne vais pas revenir sur ma personne parce que c'est peut-être, voilà, je préfère les autres apprécier. Oui. Après, je suis allé à l'emprunt obligataire, vous avez bien dit, c'était 160 milliards. Oui. Et je suis pas allé les chercher dans ma poche. Les acteurs qui sont là, et ça, c'est mon rôle à moi, c'était de surveiller les mécanismes de remboursement de l'État du Cameroun, observer le compte séquestre à la BEAC centrale, regarder si l'État utilisait ses fonds sur le cahier notice de l'emprunt obligataire qu'ils avaient souscrit. J'ai fait ma job. Ça ne m'a pas souvent valu beaucoup d'amis aussi, parce que je pense qu'à l'époque, ça fait beaucoup de bruit. Bon, c'était derrière moi, mais j'ai fait ma job. Je peux regarder tout le monde dans les yeux. J'ai la gouvernance au niveau du Golf Club de Yaoundé. J'ai été le premier trésorier noir élu de ce club, après 57 ans. J'ai réformé, j'ai dirigé, c'est vérifiable, on peut y retourner. J'ai fait ma job. Donc, je suis président de la Fédération camerounaise de golf. Je structure les choses telles qu'elles faut. Je travaille en toute transparence sur les méthodes. Ça ne vaut pas toujours des amis. Il y a toute une... Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais je fais ma job. Ah ouais. Je suis membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Je fais ma job. Habituellement, j'essaie de faire ce qu'il faut faire. D'accord. Et je pense que la gouvernance publique devait être transparente et on devait avoir le courage de venir vous voir plus tard. Puisque je suis ici à Paris, si je dis des choses sur la commune de Mouanko, on a beaucoup de chaînes de télévision au Cameroun, j'imagine. On va dire, ah non, le président, là, il a oublié qu'il a fait ceci. Donc, c'est transparent. J'ai été mandataire de l'emprunt obligataire de 2016-2021. C'est transparent. Ouais. Je suis à la tête du Golf Club de Yaoundé, c'est transparent. Je suis à la tête de la Fédération camerounaise de golf, transparent. Donc pour moi, la gouvernance devrait donner à celui, membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif, c'est transparent. Je pense que c'est ça la gouvernance pour moi. Je préfère résumer l'expérience qui est la mienne, que je peux assumer, et dont je peux regarder tout le monde droit dans les yeux. Et s'il y avait quelque chose à dire, c'est dire, oui, l'Afrique, le Cameroun, a besoin, lorsqu'on vous a donné une responsabilité publique qui est émanante de la vie publique, il faut avoir des mécanismes de transparence, d'honnêteté, de correction à assumer ces fonctions-là. On va rester au sport pour parler des diplomaties du golf et rayonnement international. La Fondation, justement, a été invitée d'honneur du programme de l'African Golf Tour à Paris, ici même. Pourquoi le golf est-il devenu un outil de diplomatie économique pour vous? Non, mais le golf en lui-même, il est diplomatie économique. Ce n'est pas une réalité camerounaise. Ouais. Donc, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, bon, le sport, c'est un sport réseau. Partout dans le monde, on ne peut pas revenir sur cet élément-là. Bon, la diplomatie de la Fondation, elle est permanente. Vous avez parlé du programme à Paris, mais non. La 5e édition de l'Open Golf Charity et les Salot Sin Foundation s'est tenue à Marrakech en novembre 2024. Ah oui. Nous avons tenu un grand tournoi à Marrakech qui nous a valu les amitiés de la famille royale, qui a également une fondation comme la nôtre, ATH dans le Golfe, la fondation Trophée Ascendé. L'année dernière, on était invité spécial de la famille royale marocaine.
pour la 49e édition du Trophée Hassan de Eléa Myriam. On était, voilà, à Rabat, c'était en février 2025. Bien avant cela, nous avons été à Abuja, au Nigeria. Donc, nous, notre structuration du Golfe, de la diplomatie, de la coopération du Golfe, est d'essence même à la Fondation. Donc, nous continuons simplement parce que c'est ça. Le Golfe, c'est une diplomatie forte, d'ouverture dans le monde, d'ouverture dans beaucoup d'autres créneaux qui sont importants pour là où les diplomaties classiques prennent. Je pense des décisions d'un golfeur qui vient au Cameroun, qui est chef d'entreprise. Là, par exemple, en décembre, la diplomatie du poids de Paris produit ses effets. Il y aura plein qui seront au Malimba Golf Championship à Douala, du 10 au 13 décembre. C'est des chefs d'entreprise. Ils peuvent arriver au Cameroun, le Cameroun les intéresse, ils peuvent prendre des décisions d'entreprendre que la diplomatie classique peinerait à suivre très rapidement. Donc, nous sommes dans notre rôle, nous pensons que le Golfe c'est l'ouverture sur l'international et la Fondation continuera à le faire. En quoi est-ce que Malimba Golf Academy incarne cette vision que vous avez? Ben, écoutez, Malimba Golf Academy est une réalité. C'est-à-dire, le golf, nous avons un pays grand comme tout, 30 ou 35 millions d'habitants, peu importe, c'est pas trop. Il n'y a même pas 500 pratiquants de golf. C'est très petit. Ouais. Dans les ratios mondiaux, pour que vous parlez golf, il faut quand même être à 10% de votre population. Je ne veux pas aller à 10%. C'est très optimiste. Mais il faut qu'on ait au moins 500 000 golfeurs au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas inventer des golfeurs, c'est pas comme le foot quand on était enfant. Le golf, c'est un peu plus complexe, il faut un parcours, il faut une initiation, il faut passer une carte. Il y a quand même beaucoup de petites barrières qui éloigneraient une personne quelconque du golf. Et nous avons pensé qu'il faut donc revenir à la base, promouvoir le golf au niveau déjà des enfants, promouvoir le golf au sein des entreprises, des patrons, pour qu'ils aient la capacité de financer. Et c'est ce pourquoi on a mis Malimba Golf Academy en place. Dans une ville comme Douala qui devrait avoir au moins 3 parcours de golf. Vous imaginez que Douala, c'est près de 6 millions d'habitants, capitale économique de la sous-région Afrique centrale, hors économique, mais il n'y a pas de golf, il n'y a pas un parcours de golf. Donc on pense qu'en faisant cela, nous allons encourager les enfants et quand il y aura des pratiquants, on va encourager les institutionnels à investir sur les parcours de golf normaux. Petite discrétion avant de poursuivre. Vous, quelle est votre relation avec le golf? D'où vous est venu cet amour du golf? Ben écoute, le golf, je l'ai découvert par moi-même il y a plus d'une dizaine d'années. Et je pense que c'est le sport de correction, de discipline, plein de valeurs, parce que c'est un sport à étiquette. C'est pas seulement jouer au golf, c'est tout un ensemble de comportements. Et ça, honnêtement, je me retrouve là-dedans, c'est un élément structurel pour moi. Et cet amour, je le partage à la société dans la générosité de la Fondation et des Salades à sa ONG, dans la générosité également à accompagner une politique publique au sein de la Fédération camerounaise de golf dont je préside. Donc, oui, c'est un amour que je veux transmettre aux générations qui sont derrière moi, à ceux qui sont même devant moi, parce que c'est l'un des sports magnifiques qu'on peut pratiquer jusqu'à 100 ans tant qu'on a ses pieds debout. Il y a 18 trous, vous pouvez choisir de jouer 2, 3, mais vous prenez plaisir. On va peut-être terminer avec le tournoi de golf qui a eu lieu. Nous étions invités d'honneur. La section golf était invitée d'honneur de l'African Golf Tour à Paris. Nous allons terminer par là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette édition parisienne? Cette édition parisienne a été l'ouverture de la... Déjà, on était invités d'honneur. Invités d'honneur parce qu'ils ont beaucoup apprécié nos investissements sur l'Académie de golf. Et ils voulaient la soutenir. Donc le tournoi a été organisé pour soutenir cette académie de golf au Cameroun. En termes de soutien, ils nous l'ont donné. Ensuite, du matériel va être acheté et tout pour densifier la pratique du golf à l'académie de golf qui est à Douala. Il y a l'ouverture comme le golf. C'était une belle tribune. Beaucoup ont compris, ont écouté ce que c'était que la fondation.
sont tombés amoureux de la fondation et veulent être ces acteurs qui accompagnent ce mouvement dynamique de la fondation, structuré dans les 3 activités, et qui plus est, c'est des golfeurs. Et donc, ils ont été vraiment satisfaits de voir une organisation qui se structure dans la durée, dans le respect de ce calendrier, dans le respect et dans la structuration de ce projet. Donc, c'était très, très bien. On est arrivé au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Écoutez, déjà, je suis très satisfait pour cet honneur que vous me faites de passer à votre télévision. Je dis grandement merci à Blaise Pascal de Gate Télévision, cette belle chaîne européenne, mais avec un fond panafricain quand même. On est peut-être champs-Élysées, mais bon, vous avez une belle assise européenne. Je vous encourage à continuer à travailler parce que vous avez quand même non seulement une belle main en ligne d'écriture, mais également de belles productions. J'ai regardé vos productions et je pense que mon message à moi en tant qu'Africain, Camerounais, c'est de vous dire beaucoup, beaucoup de courage parce qu'on connaît l'entrepreneuriat. Et plus est pour vous qui êtes ici, dans des environnements beaucoup plus complexes encore en compétitivité. TF1 est là, tout le monde est là, Canal+. Donc, je suis très satisfait de la qualité de votre professionnalisme et je vous encourage vivement à continuer. C'est ce que je dirais. Et je dirais à Gate Télévision, peut-être le mariage avec la fondation ne fait que commencer. Et nous pensons qu'il y a des événements qui se passent ici sur votre ciel européen où vous avez la main. Et je compterai vivement sur vous, notamment sur la 11e édition du First Economic Forum, donc j'ai dit qui aura lieu le 23 juin 2027 à l'Intercontinental à Genève. Sur la 6e édition de l'Open Gulf Charity et Charity Foundation qui aura lieu le 22 juillet 2027 à Genève toujours, au domaine impérial. Donc, je pense que Gate Télévision est dans son giron d'influence pour mieux accompagner ces deux événements majeurs de la Fondation. Nous vous remercions, messieurs Louis Deschamps, Loutine et Lessa, d'avoir accepté notre invitation depuis les Champs-Élysées. Nous vous disons bon retour au Cameroun. Merci beaucoup et beaucoup de courage encore à Gate Télévision. Merci.